On l'a dit, la région est pilote pour la mise en œuvre de ce grand plan dans le cadre du protocole qui a été signé il y a pile un an, puisque c'était le 14 novembre 2022, afin de connaître le cadre national et l'articulation régionale de la planification écologique. J'invite à me rejoindre à la tribune Antoine Comte-Bello, Frédéric Chaz et Victor Alonso. Installez-vous. Antoine Comte-Bello, vous êtes chargé de mission territorialisation de la décarbonation des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre au secrétariat général à la planification écologique. Frédéric Chaz, bonjour, vous êtes directrice régionale adjointe de la DREAL en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Victor Alonso, bonjour, vous êtes directeur général adjoint chargé des transports, de la mobilité et des grands équipements au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors je me tourne vers vous, Antoine Comte-Bello. Les gaz à effet de serre dans le secteur des transports sont passés, j'allais dire tristement passés, de 124 à 129 millions de tonnes de CO2 émises par an entre 1990 et 2022 en France. Est-ce que c'est votre cible, justement, la réduction de ces émissions de dioxyde de carbone dans la planification de l'écologie? Quel est l'objectif de l'État et quelles actions avez-vous prévues? Je vous prie de rejoindre le pupitre. Si. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, et merci encore d'avoir convié le secrétaire général à la planification écologique à cette réunion. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour parler de planification écologique, pour la simple et bonne raison que cette planification, vous la faites depuis de nombreuses années, bien avant que le SGPE ne soit créé. Vous, les élus locaux, les collectivités, les services de l'État en région, et bien sûr les acteurs économiques. J'aurais souhaité peut-être vous rappeler quelques chiffres sur les enjeux de la planification dans le secteur des transports, vous expliquer aussi pourquoi le secrétariat général à la planification a été créé, et enfin terminer rapidement sur l'aspect très concret et territorial de cette planification que nous vous proposons de travailler à présent. Peut-être quelques mots sur la planification écologique. Pourquoi un secrétaire général? Pour la simple et bonne raison que la planification écologique, elle englobe des enjeux très différents. Il y a bien sûr l'atténuation des gaz à effet de serre, la diminution de nos émissions, mais aussi les enjeux de biodiversité, les enjeux de ressources, les enjeux de santé ou encore les enjeux d'adaptation. Et tous ces enjeux sont intriqués et nécessitent d'être traités avec une approche globale. La deuxième raison, c'est de faire travailler ensemble tous les services de l'État pour partager la même vision de la planification, ce qui n'était pas nécessairement le cas jusqu'à présent, d'où l'idée d'avoir une approche globale et ambitieuse. Et enfin, la troisième raison, c'est que la planification, elle nécessite d'être en œuvre, certes, au sein des services de l'État, mais aussi avec les collectivités locales et les acteurs économiques, puisque c'est un enjeu collectif, d'où le besoin de coordination de cette démarche d'ensemble. Peut-être pour illustrer sur le cas des transports, les transports, c'est le premier poste de nos émissions, 32% des émissions nationales. Il y a également de forts enjeux d'adaptation. Vous avez ici des statistiques sur le nombre de départementales qui pourraient être submergées en cas d'élévation du niveau de la mer de 1 mètre. Il y a un enjeu majeur et croissant de ressources, puisque la production, par exemple, de batteries électriques va nécessiter entre 3 et 5% de la production mondiale de lithium pour la France, ce qui est supérieur à son poids économique. Un enjeu de biodiversité, bien sûr, avec la fragmentation des zones d'intérêt écologique en cas de développement d'infrastructures qui pourrait être bien sûr évité. Et enfin, un enjeu de santé, avec la 40 000 morts prématurées par an liées à la pollution de l'air en ville. Je passe rapidement sur les émissions nationales, mais ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est de parler de la marche que nous devrons franchir collectivement. Le secteur des transports est certes le secteur le plus émetteur, on l'a vu avec un tiers environ de nos émissions, mais surtout c'est le seul secteur dont les émissions n'ont pas diminué ces 30 dernières années. Elles ont même augmenté, puisque nous étions à 124 millions de tonnes, vous l'avez rappelé, en 1990, et nous sommes aujourd'hui à 129. Pour respecter nos objectifs européens, il nous faut diminuer ces émissions de 40 millions de tonnes, ce qui nécessite vraiment un changement, une transformation majeure à la fois de nos investissements, de nos comportements et de nos manières de se déplacer. Peut-être rappeler le cadre global de la planification.
Les travaux menés sous l'égide de la Première ministre ont abouti à l'identification de 50 leviers, une cinquantaine de leviers de décarbonation dans les différents secteurs pour atteindre nos objectifs. Et ce que je vous propose, c'est rapidement d'évoquer ceux concernant les transports. Transport, c'est à la fois transport de voyageurs et transport de marchandises. Sur le transport terrestre de voyageurs, aujourd'hui, nous avons 77 millions de tonnes de CO2 émises. La marche à franchir, c'est de les diminuer d'environ 30 millions pour arriver à 50 en 2030. Et cela via plusieurs leviers. Le principal nécessaire, mais pas suffisant, c'est l'électrification des véhicules. Il faudra également que ces véhicules soient plus sobres, plus légers pour les questions de ressources, mais aussi pour les questions d'émissions. Il faudra également, ça a été évoqué par M. le vice-président, travailler sur la sobriété dans le transport, via notamment la mise en place de télétravail. Travailler bien sûr sur le report modal vers les transports moins émetteurs, le covoiturage et bien sûr les changements d'énergie. Des chiffres rapides sur le rythme d'électrification de la voiture qui seront nécessaires. Nous avons aujourd'hui environ 18% de véhicules électriques dans le parc, dans les ventes annuelles de véhicules neufs. Si nous voulons tenir nos objectifs, il faudra monter cette part à 66%, ce qui nécessite une accélération très forte. Pour réduire la part modale de la voiture, il faudra encourager aussi des millions de Français à adopter de nouveaux comportements. Vous avez un graphique là assez technique, mais qui montre que pour réduire le trafic, qui est aujourd'hui de 800 milliards de voyageurs kilomètres à 750 milliards, donc on voit que ce n'est pas une marche très importante, ça nécessite des changements de comportement majeurs. Il faudra par exemple que 7 millions de salariés télétravaillent 3 jours par semaine, et que 5 millions de Français choisissent un tourisme local. Il faudra également que 2,5 millions d'automobilistes choisissent le vélo 5 jours par semaine. C'est vraiment des ordres de grandeur illustratifs, mais ça montre un peu la marche qui sera nécessaire. Ou encore que 3 millions d'automobilistes choisissent le train 5 jours par semaine plutôt que la voiture. Donc on voit que sur vraiment ces enjeux de report modal et de sobriété, les changements de comportement sont significatifs. Si vous voulez, on pourra prendre les questions. On aura un temps d'échange à la fin, oui, mademoiselle. Réussir le report modal, c'est vraiment agir sur deux choses, des infrastructures et un plan de relance, notamment pour le secteur ferroviaire, a été annoncé à 100 milliards d'euros, qui permettra notamment d'améliorer la performance du réseau, d'avoir des lignes nouvelles, des infrastructures aussi de vélo pour favoriser son usage. Mais ça nécessitera aussi de modifier les usages en favorisant la concentration et la mixité fonctionnelle des villes, en diminuant la place de l'automobile et en donnant les bonnes incitations financières. Je passe rapidement. Peut-être maintenant sur le transport de marchandises, très rapidement. Les principaux leviers, là encore, c'est vraiment jouer sur la sobriété et la maîtrise de la demande de marchandises. Accélérer le report modal vers le ferroviaire, avec un objectif de passer de 10 à 18% de la part modale du ferroviaire en 2030. Ça peut sembler peu, mais l'effort est colossal, puisque ça fait 30 ans qu'on souhaite augmenter cette part du ferroviaire et qu'on n'y arrive pas. Donc il y aura vraiment un enjeu de planifier les bons investissements dans les bonnes infrastructures au bon endroit. Ça nécessitera également d'électrifier le parc de poids lourds, puisqu'aujourd'hui 98% du parc est constitué de poids lourds diesel. Le poids lourd restera un mode important de transport de marchandises, d'où la nécessité de changer les énergies. Et l'électrification constitue la piste majoritaire aujourd'hui, celle choisie par les constructeurs, celle qui permet d'éviter les émissions de CO2, mais qui nécessitera un accompagnement fort des pouvoirs publics pour être mise en œuvre. Enfin, comme nous sommes à Marseille, quelques mots sur le transport maritime. Là encore, nous avons des émissions autour de 9 millions de tonnes que nous souhaiterons diminuer environ 7 millions en 2030, ce qui nécessitera de miser sur l'efficacité technologique, les technologies véliques, les propulseurs innovants, de jouer aussi sur la baisse de vitesse pour les navires, et enfin l'introduction de carburants durables avec un mix technologique depuis l'électrification de certains navires jusqu'aux carburants de type e-méthanol, biométhane, e-méthane pour décarboner les flottes. Voilà, en quelques mots, vraiment les enjeux sur le transport. Peut-être un dernier point qui, je crois, est au cœur de la planification, c'est celui des bouclages. Il y a beaucoup de solutions qui reposent aujourd'hui, par exemple, sur les biocarburants, sur la biomasse. Il se trouve que ces ressources en biomasse seront limitées et ne pourront pas être utilisées par tous les secteurs, puisque la somme des besoins pour avoir des bioénergies, pour avoir des biomatériaux dans la construction, pour avoir du biogaz
dans l'industrie, par exemple, sont supérieures aux ressources que peuvent produire les territoires français. Ces ressources, c'est les forêts et c'est l'agriculture. Elles font face à des défis en termes d'adaptation liés aux sécheresses. Nous pourrons produire plus de biomasse via le développement de cultures intermédiaires, de haies, d'agroforesterie, ce qui nécessitera un changement des pratiques agricoles. Nous pourrons aussi développer un peu plus de biomasse dans la forêt, même si celles-ci sont en moins bon état. Mais ça nécessitera de prioriser et d'allouer cette biomasse vers les usages les plus prioritaires au sein de l'industrie, des transports, du bâtiment et de la production d'électricité. Et là, il y a vraiment un enjeu de vision nationale, de coordination de l'ensemble des acteurs économiques et locaux pour s'assurer que ces ressources rares soient utilisées de la meilleure façon possible. Voilà pour la vision nationale dans les transports. La prochaine étape, maintenant, c'est de travailler tous ensemble dans les territoires, avec les collectivités, les services de l'État et les entreprises qui font la planification au quotidien pour réussir cette transformation et accélérer à la fois sur le volet atténuation, mais je rappelle aussi l'importance de la biodiversité, de l'adaptation et puis bien sûr de l'usage des ressources. Merci à tous. Merci Antoine Campobello. Vaste programme, hein, vastes objectifs. Alors je me tourne vers vous, Victor. Quels sont les enjeux de la planification écologique vus par le prisme de la région et comment comptez-vous travailler? Il est allumé normalement. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Merci en tout cas pour cette invitation. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà depuis ce matin par Jean-Pierre Cérus, évidemment sur la démarche de la région, puis à l'instant par Monsieur Campobello sur la planification écologique qui est programmée à l'échelle nationale. Moi, j'insisterai peut-être sur quelques spécificités de l'approche de la région. Jean-Pierre Cérus l'a rappelé, il y a 4 axes forts qu'on a développés au sein d'une stratégie qu'on appelle ACORS: adaptation, conversion, report modal et sobriété. Et donc il y a l'adaptation, on va dire que je mets un petit peu de côté. On a une démarche spécifique pionnière dans la région en la matière pour justement anticiper ces enjeux d'adaptation aux aléas climatiques, aux ruptures de chaînes d'approvisionnement, éventuellement des choses comme ça. Et puis après, il y a toute la partie atténuation. Je la simplifierai un petit peu en 2 volets. Il y a le volet, on va dire, plus technologique, la conversion. Et il y a le volet plus de changement de comportement qui regroupe à la fois le report modal vers les transports en commun, le vélo, le covoiturage et la sobriété, donc la maîtrise de la demande. On a fait aussi une étude à l'échelle régionale donc pour étudier différents scénarios permettant d'atteindre des objectifs ambitieux qui nous sont imposés par le national et par l'Europe de réduction des gaz à effet de serre. On a étudié plusieurs scénarios qui vont on va dire, le plus technologique au plus à des leviers qui reposent plus sur le report modal et la sobriété. Ce qu'on voit, c'est que les scénarios qui reposent le plus sur le report modal et la sobriété sont ceux qui permettent d'atteindre le plus vite des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est aussi les scénarios qui sont les plus résilients face à des problèmes exogènes, type problèmes de ressources, problèmes géopolitiques évidemment, etc. etc. Donc ça c'est un point important, c'est pour ça que dans la démarche régionale, on insiste beaucoup sur on va dire, ce deuxième volet, de ces 2 grands volets, conversion, changement de comportement. Et un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que finalement quand on résume un petit peu finalement les courbes en deux sous-courbes qui sont en gros la courbe d'électrification pour faire simple et la courbe de changement de comportement, on voit que donc la courbe d'électrification fait évidemment une part importante de la réduction, mais qu'elle est insuffisante. Et donc il y a forcément une courbe complémentaire qui est la courbe de changement de comportement, et en fait quand on la traduit en chiffres, et c'est un chiffre qu'on voit assez rarement, donc c'est pour ça que j'insiste dessus, ça veut dire que la courbe de véhicules kilomètres qui en découle doit nécessairement diminuer, et c'est un chiffre qu'on voit je trouve assez peu, parce qu'on parle beaucoup en voyageurs kilomètres, on parle de taux de remplissage, on parle de part modale. Mais en fait, tout ça, c'est des chiffres un peu en valeur relative, mais en fait, en valeur absolue, le chiffre en véhicules kilomètres doit diminuer, en tout cas dans tous les scénarios un petit peu crédibles qu'on a regardés. Et on va dire le scénario SGPE, qui est un peu une sorte de scénario central de référence
pour tout le monde, fait également apparaître cette diminution au véhicule kilomètre, même si on le voit apparaître, mais pas de façon aussi claire dans les courbes. Et donc ça, je pense que c'est une trajectoire partagée qu'il faut justement partager entre tous les acteurs, que ce soit évidemment la puissance publique sous toutes ses formes, que ce soit des autorités organisatrices, des gestionnaires de voirie, etc., etc. Mais le monde économique, les associations, etc. Je pense qu'il faut bien avoir en tête ces deux courbes. Et ensuite, comment on décline ces deux courbes, en gros, de conversion d'énergie et la courbe de réduction du trafic en véhicules kilomètres, territoire par territoire, axe par axe, pour se dire, voilà, sur tel axe, on a tant de véhicules kilomètres thermiques, comment on l'a fait baisser par ces deux leviers. Voilà comment on étudie finement les comportements des gens là-dessus pour bien faire baisser ces deux leviers. Et j'insiste un petit peu dessus parce que en fait, on l'a vu depuis 1990, il y a plein de choses qui ont été faites, mais en fait, il y a aussi un effet qui est venu un peu compenser tout ça, et même surcompenser tous les efforts qui ont été faits. C'est un effet rebond, en quelque sorte, de la mobilité, qui est qu'en fait, on a mis plus de gens dans des trains, mais on a aussi mis plus de gens dans des voitures en même temps. Et donc, on n'a pas réussi à faire baisser cette fameuse courbe en véhicule kilomètre qu'il est indispensable de faire baisser dans les prochaines années. Et donc ça, je pense que c'est un message important et donc on va essayer de construire la planification écologique conjointement avec l'État sur la base de ces trajectoires partagées qui vont être ensuite déclinées territorialement, axe par axe, territoire par territoire. Il y a peut-être aussi un facteur qui peut vous aider, et c'est ce qu'on a tous découvert en plein Covid et confinement, c'est le télétravail qui est nouveau et qui fait partie de votre stratégie aussi. Oui, tout à fait. Le télétravail fait partie des axes qui nous permettront de maîtriser la demande de marchandises. Ça fait partie d'un des leviers, mais il y a aussi beaucoup à faire en termes d'urbanisme pour rapprocher les lieux de vie, les lieux de travail et les lieux de service, et offrir aux Français les possibilités aussi de moins se déplacer en voiture, puisque la voiture apparaît comme moins nécessaire. Mais peut-être que côté aussi de la région, vous avez des démarches dans ce sens ? Alors, effectivement, le télétravail est un des leviers. Il n'est pas identifié comme étant un levier totalement prépondérant dans la démarche, mais bon, ça fait partie. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Alors, il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent justement qu'il y a des effets rebonds liés au télétravail, qui sont que les gens prennent moins la voiture la semaine, mais ils la prennent plus le week-end. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, toujours reboucler avec ce que je disais, les courbes en véhicules kilomètres. Qui doit être partagé pour être sûr que finalement on oriente bien la mobilité des gens. C'est ça qui est compliqué, c'est que les gens sont libres de se déplacer quand ils veulent, vers où ils veulent. Et donc c'est toute la complexité de ce domaine. Et donc il faut arriver à mettre en place un cadre qui permette justement d'accompagner véritablement dans le sens planifié, dans cette planification écologique, en évitant ces effets rebonds. Frédéric Chaz, en préparant ce débat, on parlait du rôle de la route, et je vous disais, mais finalement, vous avez un boulevard devant vous pour transformer un petit peu l'usage de la route. Oui, on l'a vu, bonjour à toutes et à tous, on a vu, et Victor vient de le souligner, la question du déplacement en voiture, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Pour autant, les routes, aujourd'hui, ce patrimoine d'infrastructures routières, et je parle de routes et de rues, que ce soit en zone plutôt rurale ou en zone urbaine, il existe. Et aujourd'hui, il peut vraiment être un support de mobilité différent. Donc il faut, je pense, qu'on arrive à changer dans le changement. Il y a vraiment le changement de regard à avoir sur ces objets-là. Ils ont été conçus dans une époque où on n'avait peut-être pas cette conscience-là de l'importance aujourd'hui de ça. Donc ils étaient conçus plutôt comme finalement des tuyaux qui permettent de faire circuler des automobiles dans lesquelles on trouve une personne. Alors ça reste encore très très vrai dans la région. Ce taux d'occupation sur les véhicules est quand même un point qui est quand même vraiment problématique aujourd'hui. Donc sur lequel on sait qu'il va falloir développer de l'incitation pour qu'on passe à autre chose que simplement une personne dans une voiture pour venir au travail le matin. Mais donc il faut qu'on passe de cette vision-là finalement d'un tuyau à comment utiliser cette infrastructure qui existe aujourd'hui et qui est là pour lui permettre de devenir un support de services de mobilité et de tout type de services de mobilité. On aura besoin, et on l'a vu les enjeux de la marche à franchir, de combiner tous les types de modes. Donc ça veut dire qu'on va passer par pouvoir faciliter, favoriser des infrastructures
infrastructures de covoiturage. Je voudrais citer à cet égard une vraie réussite aujourd'hui dans la région, l'aménagement sur des infrastructures structurantes, notamment structurantes de l'État, de voies réservées, alors transport collectif et peut-être demain de covoiturage, sont des façons d'utiliser l'infrastructure différentes. Et donc cette route-là, elle peut vraiment être un vecteur important de changement. Donc en zone urbaine, dans l'aire métropolitaine marseillaise par exemple, l'aménagement de 30 km de voies réservées transport collectif, ça permet aujourd'hui d'avoir des services organisés, notamment par la métropole, qui sont des services vraiment performants, qui sont aujourd'hui très utilisés, donc très demandés aussi. Et donc on voit qu'on est capable, à travers le support routier, d'offrir, puisqu'on sait malheureusement le train ne peut pas être partout, et la région développe aussi des lignes express régionales. Partout sur tout le territoire, ce réseau, il est présent, il maille, il irrigue le territoire. On sait aussi son importance, y compris dans des zones de montagne, et on a vu avec des événements climatiques qu'évoquait Sébastien Forest tout à l'heure, combien ces routes sont aussi des lignes de vie. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ce patrimoine à faire pour l'utiliser différemment. Et c'est vrai en urbain, sur l'espace aussi, l'espace public, faire diminuer la pression des véhicules sur l'espace public. C'est vrai aussi dans des territoires moins denses, sur lesquels il faut aussi qu'on puisse penser autrement. Ces routes, je pense à des exemples de départements. Alors, ici, ça commence, c'est peut-être encore un petit peu timide, mais qui existent des politiques départementales, par exemple, de développement du vélo, et du vélo qui ne soit pas vécu simplement comme un vélo loisir du tourisme, enfin de tourisme ou de loisir, mais vraiment un déplacement du quotidien. Donc même si ça peut paraître un peu innovant ou un peu pas dans les pratiques aujourd'hui, je pense que ce support de route, il est vraiment important pour le transport de voyageurs. On peut faire des choses vraiment innovantes avec cette infrastructure et ce patrimoine qui existe. Et puis peut-être, on parlait, je pense qu'on a toujours ce souci de parler de transport de voyageurs, mais aussi de transport de marchandises. Je voulais profiter à travers ce mode, cette question-là, pour pointer une particularité de la région, la présence, on l'a déjà évoqué, du grand port maritime de Marseille et de ses enjeux. Antoine Comte-Bello en parlait tout à l'heure, des enjeux de transport de marchandises. Il faut absolument continuer les efforts sur le report modal vers le fret ferroviaire, sur le fret fluvial, mais on sait que les poids lourds resteront un élément important. Alors, travailler leur décarbonation et sur les énergies, c'est important, mais du coup, il faut aussi que le système routier, le système de desserte du grand port maritime de Marseille permette, malgré tout, cette vie finalement économique. Et donc, le système routier, il fait partie intégrante de ce système, et il ne faut pas l'oublier non plus, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Donc, voilà. Oui, surtout qu'en 2025, il y aura en Méditerranée l'introduction des zones CECA, c'est-à-dire des zones de navigation à faible émission de soufre. Peut-être qu'il y aura une diminution sensible justement des émissions de gaz à effet de serre générées par les navires. Victor Alonso, on est dans une région quand même où il y a des comportements très, très affirmés. Les régionaux sont pas très disciplinés. Comment vous allez réussir à faire changer les comportements, à faire quitter la voiture, pas définitivement mais presque? C'est un changement de culture. Alors, à très court terme, l'idée, c'est pas de faire abandonner totalement la voiture. Je pense qu'il faut être réaliste. Mais dans notre stratégie, donc ce qu'on est en train de proposer, c'est de jouer sur un certain nombre d'axes. Donc, il y a un axe qui est, on va dire, classique, connu de tous et entre guillemets facile, parce que c'est l'axe le plus sexy, c'est d'offrir de l'offre supplémentaire alternative. C'est un petit peu le cœur de métier historique des autorités organisatrices. Donc nous, on le fait déjà de façon très forte, comme l'a rappelé Jean-Pierre Serrus. Dès 2025, on double le nombre de trains TER Marseille-Nice. On va presque doubler le nombre de trains sur la Côte d'Azur. Donc c'est vraiment des avancées très très fortes. Dès 2024, on augmente, alors c'est dans des proportions un peu moins fortes, mais c'est 10-15% le nombre de trains autour de Marseille. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup de trains qui arrivent en heure de pointe à Marseille, qui en repartent le soir, etc. Donc ce sera un axe, super zoo pour donner envie, quoi. C'est l'axe un petit peu facile entre guillemets, mais enfin, on va dire c'est facile à vendre, pas facile à faire, mais on y travaille déjà beaucoup. Il y a évidemment les sujets des premiers et derniers kilomètres qui sont des sujets sur lesquels il faut probablement aussi accélérer. Notamment dans le cadre des SERM, donc les services express régionaux métropolitains vont permettre d'accélérer aussi sur ces sujets-là. Mais je voulais rappeler que voilà, on fait déjà beaucoup de choses là-dessus, on accélère, mais il va à notre sens falloir des éléments un petit peu complémentaires, des éléments peut-être plus psychologiques, effectivement, pour convaincre les gens de changer de comportement quand ils le peuvent.
Donc donner envie de changer de comportement, montrer voilà, ce que ça apporte. Ça nous semble être des éléments importants. Et puis après, donc là j'étais dans les éléments un peu plus carottes, et puis il y a peut-être les éléments un peu plus bâtons. Et donc dans les éléments un peu plus bâtons, il y a des mesures réglementaires qui sont probablement utiles, notamment sur les vitesses de circulation sur route. Il y a la conversion de la voirie, avec, on va dire, 2 grands exemples qu'on peut donner. Plutôt en milieu urbain, c'est plutôt la conversion d'une voie en voie vélo, pour évidemment inciter les gens à faire du vélo. Et donc, voilà, montrer aux automobilistes qui, du coup, se retrouvent sur une voirie plus faible. C'est ce qu'on voit là devant le. Voilà, donc il y en a une une effectivement juste en bas. Et puis le deuxième grand exemple qu'on peut donner, qui fait écho à ce que vient de dire Frédéric, c'est plutôt sur des grands axes, des grandes pénétrantes, la conversion de voies existantes en voies réservées au covoiturage et au transport en commun. Là aussi, c'est un élément qui, voilà, moi personnellement, me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que c'est un élément qui peut être très structurant dans les déplacements, notamment du quotidien, en voiture. C'est quelque chose que tout le monde va voir, c'est-à-dire que tout le monde sur l'autoroute verra qu'il y a une voie réservée. Ça impacte tout le monde de la même façon, c'est-à-dire que vous ayez une petite, une grosse voiture, récente, pas récente, quel que soit votre niveau de revenu, vous allez voir vous allez être impacté de la même manière. Donc il y a une forme d'équité sociale aussi dans la mesure, hein, ce qui est important. Et donc je pense que c'est vraiment un élément de transformation important de la démarche. Et puis après, il y a un dernier élément bâton, mais que je pense que tout le monde a en tête, mais qui fait assez peur, hein, qui est l'élément financier. Voilà, il y a eu des tentatives avec la taxe carbone qui voilà, ont mené à un certain nombre de réactions. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut retravailler, toujours en ayant en tête cette notion d'équité sociale dans la façon dont finalement, dont on impacte la vie des gens, avec peut-être des notions effectivement différencier ceux qui émettent beaucoup de tonnes par personne, et puis ceux qui en émettent peut-être un peu moins. Donc voilà, ce type de réflexion. Donc, je pense qu'il y a un panel de solutions à la fois carottes et bâtons à essayer d'implémenter territoire par territoire pour aller vers ce report modal, donc qui est un des 2 grands volets, comme on l'a dit, de la planification écologique. Tout à l'heure, dans 5 minutes, on va ouvrir les questions. Je sens une appétence du public, c'est très bon signe. Tout à l'heure ont été annoncées les grandes étapes de l'introduction sur le plan régional de la planification écologique. Frédéric Aladréal, comment vous allez travailler? Quelle est la méthodologie? Est-ce que vous... C'est bon. Oui, Antoine Comte-Bello en a parlé, et puis Sébastien Forest aussi un petit peu en introduction. Le travail qui est mené là, donc avec préfecture de région et région, c'est bien de pouvoir vous proposer à l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des thèmes de la planification écologique une démarche et une méthode qui soit la plus associative et concertée possible, au sens où, on l'a vu, on a des grands objectifs nationaux, on aura une trajectoire, on va dire, régionale, et il faudra construire aussi cette trajectoire régionale ensemble. Il sera probablement intéressant de pouvoir descendre à des échelles infrarégionales, hein, pour aussi regarder le réalisme finalement de l'atteinte de ces objectifs. Donc ça a été dit tout à l'heure, finalement l'objectif final en première approche à l'été prochain, ça sera d'avoir un plan d'action régional, et l'idée c'est de construire ce plan d'action avec l'ensemble des acteurs. Et clairement, le pilotage État-région, c'est une chose, mais ce qu'il faut surtout qu'on réussisse à faire, c'est emmener et embarquer l'ensemble des acteurs dans ces instances de travail, que ça soit sur la première partie de diagnostic, qui est finalement, on aura des objectifs à 2030 basés sur des références 2019, donc il faut déjà qu'on se dise où est-ce qu'on en est à fin 2023, voilà, est-ce qu'on a déjà fait une partie du chemin qui est attendu, et puis au-delà de ça, donc là, ça c'est la partie de diagnostic, ensuite derrière d'avoir vraiment des débats, et puis d'aller chercher des actions concrètes. Donc vraiment c'est pouvoir construire un plan le plus partagé possible avec l'ensemble des acteurs. Les collectivités locales, bien sûr, on le sait, dans le cadre de la mobilité de personnes, elles portent des responsabilités et des compétences très fortes, et donc des leviers d'action très forts, mais aussi, et je pense au transport de marchandises, l'ensemble du monde économique, l'ensemble du monde associatif, des citoyens, pour pouvoir vraiment lister et planifier. Jean-Pierre Serrus parlait tout à l'heure d'agenda et de planification. Ce qui va compter en sortie, c'est d'avoir un plan, des actions. Il faudra qu'il y ait des porteurs d'actions, il faudra qu'on puisse avoir des financements en face, et sur cette dimension-là, l'État, et vous l'avez dit, viendra et
et continuera. Hein. Vous l'avez vu récemment, la reconduite, la confirmation de reconduite du fonds vert, notamment jusqu'en 2027, avec des financements complémentaires. Donc il y aura bien cette dimension de financement et un calendrier, parce que ces actions, il faut qu'elles s'inscrivent dans le temps, si possible, le plus rapidement possible, mais en tout cas qu'elles soient mises à l'agenda. Et donc c'est bien ça qui est visé, et donc avec cet horizon à l'été, et ensuite un suivi, puisque ce qui est important, c'est pas simplement de faire le plan et de regarder les actions, mais ça va vraiment être de regarder si on arrive, année après année, à être sur la trajectoire qu'on attend de nous. À être effectif. Donc, madame, présentez-vous.